Je m'appelle Shirley et j'ai 32 ans. Après avoir travaillé sans relâche dans le marketing pendant 10 ans, j'ai enfin réalisé mon plus grand rêve, acheter ma propre maison. J'ai passé des semaines à préparer la pendaison de crémaillère parfaite, en envoyant des invitations à tout le monde, surtout à ma famille. Le jour est arrivé, alors que les invités arrivaient, un groupe brillait par son absence, toute ma famille. Plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient tous choisi d'aller voir la nouvelle voiture de ma sœur Ashley à la place. Alors que j'allumais les lumières dans mon salon vide après le départ de tout le monde, mon téléphone a sonné. C'était mon père, sa voix glaciale. Il faut qu'on parle, maintenant. Je me souviens encore de ce sentiment de vide cette nuit-là. Si vous avez déjà été abandonné par votre famille, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir ce qui s'est passé ensuite et comment j'ai finalement réussi à m'affirmer. Ayant grandi en tant que l'aîné de 3 enfants, j'ai toujours senti le poids des attentes sur mes épaules. Mes parents, Thomas et Margaret Peterson, nous ont élevés dans une modeste maison de banlieue dans le Minnesota. Dès mon plus jeune âge, ils ont clairement indiqué qu'en tant que première-née, je devais donner l'exemple à mes jeunes frères et sœurs, ma sœur Ashley, qui a maintenant 28 ans, et mon frère Dylan, qui a 24 ans. Notre dynamique familiale a été compliquée dès le début. Mon père travaillait comme comptable dans un cabinet respecté en ville et ma mère était institutrice en école primaire. C'étaient des gens travailleurs qui subvenaient à nos besoins, mais la chaleur affective n'était pas leur point fort, surtout en ce qui me concernait. Ashley, dès sa naissance, est devenue la princesse de la famille. Avec ses boucles blondes et ses yeux bleus vifs, elle captivait tout le monde autour d'elle. Mes parents la couvraient d'attention d'une manière qu'ils n'ont jamais fait avec moi. Là où je recevais des cadeaux pratiques comme des livres et des jouets éducatifs, Ashley recevait de belles robes et des poupées. Là où on me disait d'être responsable, Ashley avait le droit d'être insouciante. Shirley, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenu un refrain courant dans notre foyer. Ashley sait comment faire sourire les gens. Tu es toujours si sérieuse. Ces comparaisons ont créé un fossé entre nous qui n'a fait que s'élargir en grandissant. Je me suis jeté à corps perdu dans les études, pensant que si je ne pouvais pas gagner leur affection par ma personnalité, je pourrais au moins les rendre fiers par mes réussites. J'ai rejoint tous les clubs, fait du bénévolat lors d'événements communautaires, maintenu une moyenne générale parfaite et finalement obtenu une bourse complète pour une université prestigieuse. Mais même alors, mes accomplissements étaient souvent éclipsés par les réalisations mineures d'Ashley. Je me souviens encore du jour de ma remise de diplôme universitaire. Après 4 ans de travail acharné, j'ai obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction, avec une double spécialisation en commerce et communication. La cérémonie avait lieu par une belle journée de mai. Et alors que je traversais la scène pour recevoir mon diplôme, j'ai cherché les visages de ma famille dans la foule. Ils étaient là, mais distraits. Plus tard, au dîner, alors que je m'attendais à au moins une certaine reconnaissance de ma réussite, la conversation s'est rapidement tournée vers le nouveau petit ami d'Ashley, qu'il avait invité à une fête dans sa maison au bord du lac ce week-end-là. Peux-tu croire qu'Ashley a été invitée à la fête des Anderson, s'est extasiée ma mère. C'est une des familles les plus riches de la région. J'étais assise là, ma pochette de diplôme sur le siège à côté de moi, me sentant invisible. Dylan, qui avait 16 ans à l'époque, a croisé mon regard de l'autre côté de la table et m'a fait un subtil pouce en l'air. Il a toujours été plus perspicace que nos parents ne le pensaient. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé à Chicago et j'ai obtenu un poste dans une agence de marketing en pleine croissance. Je faisais des heures supplémentaires, prenais des projets additionnels et gravissais lentement l'échelle de l'entreprise. Chaque promotion était le résultat d'innombrables nuits blanches et de week-ends sacrifiés. Je vivais modestement, partageant un appartement avec 2 colocataires. Malgré mon salaire croissant, chaque dollar supplémentaire allait dans mon compte d'épargne pour ce qui est devenu mon unique objectif, posséder ma propre maison. Pour ma famille, mes choix de carrière semblaient déroutants. Pourquoi le marketing, demandait mon père lors des visites pour les vacances. Tu aurais pu aller en fac de droit avec tes notes. Pendant ce temps, Ashley a abandonné le community college après 2 semestres, mais a réussi à décrocher un emploi dans une boutique grâce à une amie de notre mère. D'une manière ou d'une autre, cela a été célébré comme une manœuvre de réseautage intelligente. Pendant ces 10 années à Chicago, je me suis construit une vie. Je me suis fait des amis qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour qui ils voulaient que je sois. J'ai trouvé des mentors qui ont reconnu mon potentiel et m'ont poussé à évoluer. Je suis même sorti avec des gens de temps en temps, bien que rien de sérieux ne se soit développé,
en partie parce que j'étais si concentré sur ma carrière et mes objectifs d'épargne. Le rêve de posséder ma propre maison est devenu le symbole de quelque chose de plus profond pour moi. Il représentait la stabilité, l'accomplissement et la création d'un espace où je pourrais enfin avoir ma place sans condition. Un endroit où je n'aurais pas à rivaliser pour l'attention ou l'approbation, un sanctuaire qui serait entièrement le mien. Quand j'ai finalement atteint mon objectif d'épargne à 32 ans, j'ai ressenti un sentiment de fierté comme je n'en avais jamais connu auparavant. C'était quelque chose que j'avais fait entièrement seul, sans aide ni raccourci. J'étais prête à trouver la maison qui deviendrait mon foyer. La quête pour trouver la maison de mes rêves a commencé au début du printemps. J'ai passé d'innombrables week-ends avec mon agent immobilier, Judith, à visiter des propriétés dans divers quartiers de Chicago. J'avais une vision précise en tête, une maison de style craftsman avec du caractère, un petit jardin où je pourrais jardiner, une cuisine avec suffisamment d'espace pour cuisiner de vrais repas et, plus important encore, un porche avant où je pourrais m'asseoir le soir avec un verre de vin en regardant le monde passer. Après 3 mois de recherche, je l'ai trouvé. Un bungalow craftsman des années 1920 dans un charmant quartier bordé de chênes matures. La maison nécessitait quelques travaux. La cuisine était démodée. Les parquets étaient éraflés et les installations de la salle de bain avaient connu des jours meilleurs. Mais la structure était solide, de haut plafond avec des moulures couronnées d'origine, des bibliothèques intégrées flanquant une cheminée en briques, et ses fenêtres emblématiques de style craftsman qui laissaient entrer des flots de lumière dorée. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su que c'était elle. Je pouvais déjà imaginer où iraient mes meubles, la couleur que je peindrais pour chaque pièce, les dîners que j'organiserais dans la salle à manger. Ce soir-là, j'ai fait une offre légèrement inférieure au prix demandé et, après une brève négociation, elle a été acceptée. Le processus de clôture a été un tourbillon de paperasse, d'inspection et d'anxiété. Il y a eu des moments où j'ai craint que quelque chose ne tombe à l'eau, un problème de financement ou un défaut découvert lors de l'inspection. Mais finalement, un mardi chaud de juillet, je me suis assise à une table couverte de documents, signant mon nom encore et encore jusqu'à ce que mon poignet me fasse mal. Quand l'agent du vendeur m'a remis les clés, je les ai serrées si fort qu'elles ont laissé des empreintes dans ma paume. « Félicitations, Shirley », m'a dit Judith en me serrant dans ses bras. « Vous êtes officiellement propriétaire. » Je suis allé directement à ma nouvelle maison, ma maison, et je me suis tenu sur l'allée du devant, profitant de tout. Les volets verts, les marches en pierre menant au porche, la façon dont la lumière du soleil de l'après-midi mouchetait la pelouse à travers les branches des arbres. Les mains tremblantes, j'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré. La maison était vide, mais pas résonnant sur les parquets, mais elle était déjà pleine de possibilités. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas pneumatique dans ce qui allait devenir ma chambre, trop excité pour attendre un jour de plus avant d'emménager. Le lendemain matin, j'ai commencé le processus de transformation de la maison vide en mon foyer. Au cours des 2 mois suivants, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans les rénovations. J'ai pris 2 semaines de vacances pour peindre chaque pièce moi-même, choisissant des couleurs qui me faisaient sentir paisible et pleine d'énergie, un vert sauge doux pour le salon, un terracotta chaleureux pour la salle à manger et un bleu-gris serein pour ma chambre. J'ai refait les parquets, un travail éreintant qui m'a laissé des courbatures pendant des jours, mais qui a fait ressortir le magnifique grain naturel du chêne. La cuisine a été mon plus grand projet. J'ai économisé de l'argent en gardant les armoires d'origine, mais en les peignant d'un blanc éclatant et en installant de nouvelles poignées, de nouveaux plans de travail, un évier de ferme et des appareils électroménagers modernes ont transformé l'espace. J'ai fait des folies pour un plombier et un électricien professionnel pour les travaux importants, mais j'ai fait tout ce que je pouvais moi-même, en regardant d'innombrables tutoriels sur YouTube et en faisant plusieurs allers-retours au magasin de bricolage chaque week-end. À l'approche de septembre, la maison était enfin prête. Chaque pièce reflétait ma personnalité et mes goûts. Des bibliothèques remplies de mes romans préférés et de souvenirs de voyage. Des meubles confortables disposés pour la conversation. Des plantes insufflant de la vie dans les coins et des œuvres d'art soigneusement sélectionnées pour inspirer et réconforter. C'était le premier espace qui était vraiment le mien, créé par ma vision et mon travail acharné. La pendaison de crémaillère semblait être le moyen idéal de célébrer cette étape importante. Je voulais partager ma joie avec les gens qui m'étaient chers et marquer officiellement ce nouveau chapitre de ma vie. J'ai créé de belles invitations, écrivant chacune à la main avec une note personnelle. Pour les membres de ma famille, j'ai inclus de vieilles photos de nous ensemble et exprimé à quel point leur présence signifierait pour moi. 2 semaines avant la fête, j'ai posté les invitations, en envoyant ensuite des textos pour m'assurer qu'elles avaient été reçues. Ma mère a appelé immédiatement.
Shirley, cette invitation est adorable. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Papa et moi sommes si fiers de toi d'avoir acheté ta propre maison. Ashley a texté, oh mon Dieu, sœurette. J'ai hâte de voir ta nouvelle maison. Au fait, je viens d'acheter une nouvelle voiture. Rien d'aussi chic que ta maison, mais je suis excité. Dylan a appelé et a posé des questions détaillées sur la maison, véritablement intéressé par les rénovations que j'avais entreprises moi-même. Il a promis d'apporter un cadeau de pendaison de crémaillère spéciale sur lequel il travaillait. Dans les jours qui ont précédé la fête, j'ai tout préparé méticuleusement. J'ai créé un menu d'amuse-gueule et de dessert fait maison, acheté du vin et des ingrédients pour des cocktails signature, et décoré la maison avec des fleurs fraîches. J'ai même préparé de petits sacs cadeaux pour chaque invité, des bougies fabriquées localement, des chocolats artisanaux et des notes de remerciements personnalisées. La veille de la fête, j'ai appelé mes parents pour confirmer leur venue et leur proposer des indications. Bien sûr que nous serons là, ma chérie, m'a assuré ma mère. 15 heures, c'est bien ça? Nous avons tous hâte. Je suis allé me coucher cette nuit-là avec un sentiment d'achèvement. Après des années de travail pour atteindre cet objectif, j'étais enfin sur le point de partager ma réussite avec les personnes qui comptaient le plus. Pour une fois, je serai le centre de l'attention pour quelque chose de positif. Pour une fois, ma famille verrait ce que j'avais accompli par moi-même. J'étais loin de me douter que le lendemain apporterait l'une des déceptions les plus douloureuses de ma vie. Le matin de la pendaison de crémaillère, je me suis réveillé à 6 heures, trop excité pour dormir plus longtemps. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre, projetant une lueur chaude sur les parquets. Aujourd'hui était le jour où ma maison deviendrait vraiment un foyer, rempli de rires, de félicitations et des gens que j'aimais le plus. J'ai passé les premières heures à mettre la touche finale à la nourriture, des roulés aux feuilletés épinards et feta, une planche de charcuterie avec des fromages et des viandes soigneusement sélectionnées, du houmous maison avec des crudités de légumes, et mes mini-tartelettes au citron spécial qui recevaient toujours des compliments. À 9h30, mes comptoirs de cuisine étaient couverts d'amuse-gueule attendant d'être servis. À 10h, mon amie Mélissa est arrivée avec son petit ami Jack. Il s'était porté volontaire pour aider aux préparatifs de dernière minute. Cet endroit est magnifique, Shirley, s'est exclamée Mélissa en tournant sur elle-même dans mon salon. Je n'arrive pas à croire tout le travail que tu as fait toi-même. Cette cheminée est stupéfiante. Jack m'a aidé à installer le coin-bar sur le buffet de la salle à manger pendant que Mélissa arrangeait des fleurs dans toute la maison. À midi, tout était parfait. La maison brillait, une musique douce jouait à travers les haut-parleurs que j'avais installés, et la nourriture était prête à être servie. Mes premiers invités sont arrivés à 14h45, mes collègues de l'agence de marketing, portant des cadeaux et de larges sourires. À 15h15, environ 20 personnes étaient arrivées, remplissant ma maison de la conversation et de l'énergie dont j'avais rêvé, mais il n'y avait toujours aucun signe de ma famille. À 15h30, j'ai vérifié mon téléphone. Aucun message. J'ai envoyé un texto rapide à ma mère. Salut, vous êtes en route? On a déjà commencé. D'autres invités sont arrivés. Ma voisine s'est présentée et a apporté une belle plante d'intérieur. Ma colocataire de l'université est venue avec son mari et son bambin. Des amis de mon cours de yoga, de mon club de lecture, de mon groupe de randonnée. Ils sont tous venus célébrer avec moi. À 16h, la fête battait son plein, mais l'absence de ma famille était devenue un trou béant dans la célébration. J'ai appelé ma mère, pas de réponse. J'ai appelé mon père, directement sur la messagerie vocale. J'ai texté Dylan, est-ce que vous venez? Est-ce que tout va bien? Je gardais le sourire en remplissant les verres et en passant les plateaux d'amuse-gueule, mais à l'intérieur, l'anxiété montait. Y avait-il eu un accident? Quelqu'un était-il malade? Ce n'était pas dans les habitudes de mes parents de ne pas au moins appeler si leur plan changeait. À 16h30, mon téléphone a vibré. Un texto de mon ami Kelly, qui n'avait pas pu assister à la fête. Je viens de voir ta famille chez Hamilton Auto. Ta sœur prenait des photos à côté d'un cabriolet rouge avec un gros nœud dessus. Je pensais qu'il venait à ta fête après. J'ai fixé le message, mes mains soudainement froides. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient choisi de ne pas venir. Ils étaient tous allés au concessionnaire automobile pour célébrer l'achat de la nouvelle voiture d'Ashley au lieu d'assister à ma pendaison de crémaillère. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Après toutes ces années à travailler pour cet objectif,
après tout le soin que j'avais mis à planifier cette fête et à rendre mon invitation spéciale, ils avaient encore choisi Ashley plutôt que moi. Encore une fois. Est-ce que tout va bien, a demandé Mélissa, remarquant mon expression. J'ai forcé un sourire. Tout va bien. Je vérifiais juste mes messages. Mais tout n'allait pas bien. Alors que je me déplaçais dans ma fête, acceptant les compliments sur ma maison et répondant aux questions sur les rénovations, je sentais un vide grandissant en moi. Les personnes qui auraient dû être les plus fières de mon accomplissement n'étaient même pas là pour le voir. À 19h, les invités ont commencé à partir, me remerciant pour la belle fête et me félicitant à nouveau pour ma magnifique maison. J'ai serré chaque personne dans mes bras en lui disant au revoir, sincèrement reconnaissante de leur présence, mais incapable de me défaire de l'ombre de l'absence de ma famille. À 20h30, le dernier invité est parti. J'ai fermé la porte derrière eux et je suis resté dans mon entrée, entouré des preuves de ce qui aurait dû être une journée parfaite. Des sacs cadeaux qui ne seraient jamais réclamés reposaient sur la table du couloir. Les couverts spéciaux que j'avais préparés pour mes parents et mes frères et sœurs restaient intacts sur la table de la salle à manger. L'album de photos de famille que j'avais prévu de leur montrer gisait fermé sur la table basse. Je me suis déplacé dans les pièces, éteignant les lumières et ramassant les assiettes vides. Dans la cuisine, j'ai emballé les restes de nourriture et chargé le lave-vaisselle mécaniquement, mon esprit rejouant sans cesse le texto de Kelly. L'image de toute ma famille réunie autour de la nouvelle voiture d'Ashley pendant que ma fête soigneusement préparée se déroulait sans eux me brûler l'esprit. À 21h, la maison était de nouveau propre. Mais la joie que j'avais ressentie ce matin s'était évaporée. Je me suis affalé sur mon canapé du salon, laissant enfin couler les larmes que j'avais retenues toute la soirée. Cette maison, qui avait représenté un tel accomplissement et une telle fierté, me semblait soudain vide d'une manière qui n'avait rien à voir avec les invités partis. J'ai attrapé un mouchoir juste au moment où mon téléphone s'est allumé sur la table basse. Papa appelle. Mon cœur a fait un bond. Peut-être y avait-il une explication après tout. Peut-être y avait-il eu un malentendu. J'ai répondu, ma voix soigneusement contrôlée. Allô? Shirley. La voix de mon père était froide et tranchante d'une manière que j'avais rarement entendue diriger contre moi. Il faut qu'on parle. Maintenant. Je me suis redressé, essuyant mes larmes. Quoique j'ai attendu, des excuses, une explication, ce n'était pas ça. L'accusation dans son ton était indubitable. D'une manière ou d'une autre, en leur absence, j'étais devenu la méchante de cette histoire. À propos de quoi, ai-je demandé, incapable de cacher la blessure dans ma voix. À propos de ce que tu as fait à ta sœur, a-t-il répondu, et mon monde a basculé encore plus. Ce que j'ai fait à Ashley, ai-je répété, l'incrédulité m'envahissant. Papa, je ne lui ai rien fait. Je ne l'ai même pas vue depuis des semaines. Ne joue pas l'innocente avec moi, Shirley, a dit mon père, sa voix tendue de colère. Tu sais exactement ce que tu as fait. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans mon salon, le bel espace qui aurait dû être rempli de félicitations familiales étant maintenant témoin de cette conversation déconcertante. Papa, je n'ai honnêtement aucune idée de ce dont tu parles. Ce que je sais, c'est que toute ma famille a manqué ma pendaison de crémaillère aujourd'hui sans même un texto pour expliquer pourquoi. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis la voix de mon père est revenue, encore plus froide si possible. Ta mère est très contrariée en ce moment. Ashley nous a dit que tu avais délibérément changé la date de ta fête pour qu'elle coïncide avec son rendez-vous pour l'achat de sa voiture. Elle économise pour cette voiture depuis des mois et tu savais à quel point aujourd'hui était important pour elle. L'accusation était si absurde que pendant un moment, je n'ai pas pu répondre. J'avais envoyé les invitations il y a 2 semaines. La date avait été fixée bien avant que je sache qu'Ashley achetait une voiture. Ce n'est absolument pas vrai, ai-je finalement réussi à dire. J'ai fixé cette date il y a des semaines. Les invitations ont été postées il y a 2 semaines. Ashley connaissait parfaitement la date. Elle nous a montré le message que tu lui as envoyé hier, changeant l'heure de 18h à 15h, sachant qu'elle avait son rendez-vous chez le concessionnaire à 15h, a rétorqué mon père. Pourquoi ferais-tu ça, Shirley? Es-tu si jalouse de ta sœur que tu avais besoin de gâcher sa journée spéciale? Mon esprit s'est emballé. J'avais bien texté Ashley hier, mais seulement pour confirmer sa venue, pas pour changer l'heure. L'invitation avait toujours spécifié 15h. Papa, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais changé l'heure. Vérifie ta propre invitation.
Il a toujours été écrit 15 heures. Nous n'avons plus l'invitation, a-t-il répondu d'un ton dédaigneux. Et ce n'est pas la question. La question est que ta sœur avait besoin du soutien de sa famille aujourd'hui pour son premier grand accomplissement et tu as essayé de nous forcer à choisir entre vous deux. Premier grand accomplissement. Les mots m'ont piqué comme une gifle. Et ma remise de diplôme universitaire? Mes promotions? Cette maison pour laquelle j'avais économisé pendant 10 ans? Rien de tout cela ne comptait comme un accomplissement à ses yeux. Mon invitation disait 15 heures depuis le début, ai-je répété, luttant pour garder ma voix stable. Et même s'il y avait eu une confusion sur l'heure, pourquoi aucun de vous ne m'a appelé? Pourquoi ne vous êtes-vous tout simplement pas présenté du tout? Parce que ta mère et moi avons décidé que nous devions soutenir Ashley. Elle était en larmes en pensant à la façon dont tu essayais de l'éclipser à nouveau. À nouveau. Comme si j'avais déjà essayé de l'éclipser auparavant, alors que toute ma vie s'était passée dans son ombre. Papa, j'ai acheté une maison avec mon propre argent. Après avoir travaillé pendant 10 ans et économisé tout ce que je pouvais, je voulais partager ça avec ma famille. En quoi est-ce que cela éclipse l'achat d'une voiture par Ashley? Il ne s'agit pas de la maison ou de la voiture, Shirley. Il s'agit de ton attitude. Tu as toujours été en compétition avec ta sœur, essayant toujours de la surpasser. L'injustice de sa déclaration m'a coupé le souffle. Chaque souvenir de moi, debout en silence pendant qu'Ashley recevait des éloges pour un effort minimal. Chaque fois que j'avais ravalé ma déception lorsque mes réussites étaient négligées. Chaque fois que j'avais mordu ma langue lorsque des comparaisons étaient faites. Tout cela m'est revenu en mémoire. Je veux que tu t'excuses auprès de ta sœur, a poursuivi mon père. Elle est très blessée par ce que tu as fait. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Une vie entière d'accommodement, d'acceptation de miettes d'attention, d'être la responsable qui ne se plaignait jamais. Je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait, ai-je dit fermement. Ashley vous a menti. Je n'ai jamais changé l'heure de ma fête. Et le fait qu'aucun de vous n'ait pris la peine de vérifier avec moi, que vous ayez tous simplement supposé que j'avais tort sans poser de questions, en dit long sur notre dynamique familiale. Ne me parle pas de dynamique familiale, jeune fille. La voix de mon père s'est élevée. Nous t'avons mieux élevé que ça. Ta mère est en larmes à cause de ton comportement. Mon comportement? C'est moi qui ai été laissé à attendre ma famille à ma pendaison de crémaillère, à surveiller la porte pendant que tout le monde profitait de la fête que j'ai passé des semaines à planifier. Tu dois penser à quelqu'un d'autre que toi pour une fois, Shirley. L'injustice de cette déclaration a été la goutte d'eau. Les larmes coulaient sur mon visage maintenant, mais c'étaient des larmes de colère autant que de blessures. J'ai passé toute ma vie à penser à tout le monde, papa. J'ai été la responsable. Celle qui n'a jamais causé de problème, celle qui a travaillé dur et a tout fait correctement. Et pourtant, Ashley passe toujours en premier, toujours. Ce n'est pas vrai. Et tu le sais, a-t-il dit, mais il y avait une légère hésitation dans sa voix maintenant. C'est vrai et au fond de toi, tu le sais aussi. Je vais raccrocher maintenant parce que cette conversation n'est pas productive. Quand maman et toi serez prêts à entendre ma version des faits, vous pourrez me rappeler. Shirley, n'ose pas me raccrocher au nez. J'ai mis fin à l'appel, ma main tremblante. Pendant un long moment, je suis resté dans mon salon, entouré de la maison que j'avais créée, me sentant plus seul que jamais dans ma vie. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Cette fois, c'était ma mère. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Maman, je ne peux pas parler maintenant. Shirley, comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Sa voix était épaisse de larmes. Tu sais à quel point elle est sensible et tu sais combien cette voiture comptait pour elle. Maman, je n'ai rien fait à Ashley. J'ai envoyé des invitations il y a 2 semaines pour une fête à 15 heures. Je n'ai jamais changé l'heure. Elle nous a montré ton texto, Shirley. Pourquoi mens-tu? Je ne mens pas, maman. Ashley ment. Et le fait que tu la crois immédiatement plutôt que moi me blesse plus que je ne peux le dire. La voix de ma mère s'est durcie. Tu as toujours été jalouse de l'attention qu'Ashley reçoit. Tu dois grandir et arrêter ces jeux d'enfant. La conversation a tourné en rond, ma mère refusant d'envisager qu'Ashley ait pu mentir. Au moment où j'ai raccroché, je me sentais complètement vidé. Par curiosité et par colère grandissante, j'ai fait défiler mes messages avec Ashley. Il y avait notre échange de la veille. Moi, salut H,
Je confirme juste que vous venez demain à 15 heures. J'ai hâte de vous montrer la maison. Ashley, totalement. Sauf imprévu, mais je devrais être là. Rien sur un changement d'heure. Rien qui ne puisse être mal interprété. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des captures d'écran dans notre conversation d'aujourd'hui, des captures d'écran que je n'avais jamais envoyées. Elles montraient une conversation falsifiée où je disais à Ashley que la fête avait été déplacée à 15 heures au lieu de 18 heures. Ashley avait fabriqué des preuves et se les était envoyées depuis mon numéro dans notre fil de discussion. Je me suis assise lourdement sur mon canapé, tout le poids de la manipulation m'accablant. Ma sœur avait délibérément créé une situation où ma famille manquerait ma pendaison de crémaillère, puis avait fait en sorte que ce soit de ma faute. Le niveau de calcul requis était stupéfiant. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Ashley. J'espère que la fête était sympa. Désolé qu'on n'ait pas pu venir, mais ma nouvelle voiture est incroyable. Peut-être que la prochaine fois, n'essaie pas de tout ramener à toi. Je dis ça comme ça. La cruauté désinvolte du message, après ce qu'elle avait fait, m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement de la rivalité fraternelle ou de l'insouciance. C'était du sabotage délibéré. J'ai éteint mon téléphone et je me suis recroquevillé sur mon canapé, entouré de la belle maison qui me semblait maintenant souillée par cette douloureuse révélation. La famille que j'avais espéré voir enfin ma valeur m'avait montré exactement le peu de cas qu'elle faisait de moi. Et ma sœur, ma propre sœur, avait tout orchestré. Cette nuit-là, seul dans la maison de mes rêves, je me suis endormi en pleurant. Après une nuit agitée, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. La blessure et le choc s'étaient cristallisés en détermination. Je n'allais pas laisser les mensonges d'Ashley sans réponse. Pour une fois dans ma vie, j'allais affronter la dynamique qui avait façonné notre famille pendant des décennies. Je me suis habillé avec soin ce matin-là, choisissant une tenue qui me donnait confiance et force, un jean foncé, une chemise blanche impeccable et les bottes en cuir que je m'étais offertes en cadeau lors de ma dernière promotion. Je voulais faire face à Ashley non pas comme la sœur aînée perpétuellement éclipsée, mais comme la femme accomplie que j'étais devenue. J'ai conduit les 30 minutes jusqu'à l'immeuble d'Ashley, répétant ce que j'allais dire. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de victoire. Il s'agissait de vérité et de finalement m'affirmer. Ashley vivait dans un complexe d'appartements modernes dans le quartier le plus branché de la ville, son loyer étant subventionné par nos parents. Quand elle a ouvert la porte, sa surprise était évidente. « Shirley, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle était encore en pyjama alors qu'il était presque 11 heures, ses cheveux relevés en un chignon désordonné. « Il faut qu'on parle, ai-je dit, ma voix stable. « Je peux entrer ?» Elle a hésité, puis s'est écartée. Son appartement était décoré avec style, mais encombré de sacs de courses de boutiques chères empilés dans les coins et de magazines de mode étalés sur la table basse. « C'est à propos d'hier ? Parce que j'ai déjà dit à maman et papa ce qui s'est passé, a-t-elle dit sur la défensive, en croisant les bras. J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché notre conversation. Oui, c'est à propos d'hier. Et à propos de ça. Je lui ai montré les captures d'écran qu'elle avait insérées dans notre conversation. Des captures d'écran d'une conversation qui n'a jamais eu lieu. Des captures d'écran que tu as fabriquées pour faire croire que j'avais changé lors de ma fête pour qu'elle entre en conflit avec ton rendez-vous pour la voiture. L'expression d'Ashley a vacillé entre la surprise et le défi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ashley, arrête. La preuve est là. Tu as créé de faux messages et tu te les as ensuite envoyés dans notre fil de discussion. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi irais-tu jusqu'à de telles extrémités pour t'assurer que notre famille manque ma pendaison de crémaillère? Elle a détourné le regard, une rougeur montant à son cou. Tu dois toujours être le centre de l'attention, n'est-ce pas? La parfaite Shirley avec sa carrière parfaite et maintenant sa maison parfaite. Pendant ce temps, je fais enfin quelque chose qui mérite d'être célébré et personne ne s'en soucierait parce qu'ils seraient tous trop occupés à t'applaudir. L'amertume dans sa voix était surprenante. C'est vraiment comme ça que tu me vois? Comme quelqu'un qui te vole la vedette? Ashley, toute ma vie, je suis resté en arrière-plan pendant que tu recevais des éloges et de l'attention pour la moindre petite chose. C'est un mensonge énorme, a-t-elle explosé. Maman et papa parlaient toujours de ton intelligence, de ta responsabilité, de ton succès. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Shirley ne ferait jamais ça. Regarde les notes de Shirley, son travail, ses économies.
As-tu la moindre idée de ce que c'est que de grandir en entendant ça? Je la fixais, incrédule. Sommes-nous de la même famille? Parce que, d'après mon expérience, c'était toujours « Ashley est si charmante. Ashley est si jolie. Ashley se fait des amis si facilement. » Chaque accomplissement que j'ai jamais eu a été minimisé tandis que tu étais célébré pour les plus petites choses. Nous étions là, deux femmes adultes avec des perspectives complètement opposées sur notre enfance commune. C'était comme si nous avions grandi dans des univers parallèles. Tu as toujours été la préférée, a insisté Ashley, mais il y avait une lueur d'incertitude dans ses yeux maintenant. Alors pourquoi ont-ils tous choisi d'aller voir ta nouvelle voiture au lieu de venir à ma pendaison de crémaillère? Si je suis la préférée, explique-moi ça. Elle n'avait pas de réponse. Au lieu de cela, elle a changé de tactique. Ce n'est qu'une maison, Shirley. Les gens achètent des maisons tout le temps. Ce n'est pas si important. Le mépris pour ma plus grande réussite m'a piqué, mais j'ai refusé de me laisser détourner. Il ne s'agit pas de la maison ou de la voiture. Il s'agit du fait que tu as délibérément menti à notre famille pour les manipuler. Tu as créé de fausses preuves pour me faire passer pour la méchante. Ça va au-delà de la rivalité fraternelle, Ashley. C'est calculé et cruel. Il serait venu à ta fête à un moment donné, a-t-elle dit, sa voix plus basse maintenant. Je voulais juste qu'il voie ma voiture en premier, quand elle avait encore le gros nœud dessus et tout. Ils auraient pu faire les deux. Mais ils ne l'ont pas fait parce que tu leur as dit que j'avais intentionnellement changé l'heure pour te blesser. Tu as fait de moi la méchante de cette histoire alors que tout ce que je voulais, c'était partager quelque chose d'important avec ma famille. Le bruit d'une clé dans la serrure nous a interrompus. La porte s'est ouverte pour révéler nos parents, tous deux semblant surpris de me voir. Shirley, qu'est-ce que tu fais ici? A demandé ma mère, jetant un regard inquiet entre Ashley et moi. Je suis venu parler à Ashley de ce qui s'est réellement passé hier, ai-je dit en me tournant vers eux. Avez-vous apporté l'invitation que je vous ai envoyée? J'aimerais vous montrer qu'il a toujours été écrit 15 heures. L'expression de mon père s'est durcie. Nous sommes venus voir comment allait ta sœur parce qu'elle était contrariée hier soir. Nous n'avons pas besoin de ressasser toute cette situation. En fait, si, ai-je insisté, un courage nouveau dans ma voix. Parce qu'Ashley vous a menti. Elle a créé de faux messages pour faire croire que j'avais changé lors de ma fête. L'invitation a toujours dit 15 heures. Et elle le savait. Shirley, ça suffit, a dit sèchement ma mère. Arrête d'essayer de blâmer ta sœur. Regardez. J'ai tendu mon téléphone, leur montrant la conversation avec les captures d'écran manifestement insérées. Ceci est notre véritable échange de textos. Ashley a ajouté ses captures d'écran elle-même. Elles ne correspondent même pas au format de nos autres messages. Mon père a à peine jeté un coup d'œil au téléphone. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver ici, Shirley, mais attaquer ta sœur n'est pas la façon de gérer ça. Je ne l'attaque pas. Je vous montre la vérité. Ma voix s'est élevée de frustration. Pourquoi est-ce si difficile pour vous d'envisager qu'Ashley puisse mentir? Pourquoi supposez-vous automatiquement que j'ai tort? Parce que tu as toujours été jalouse de ta sœur, a dit ma mère, se déplaçant pour mettre un bras autour d'Ashley, qui avait commencé à pleurer. Depuis qu'elle est petite, tu as en voulu de l'attention qu'elle reçoit. L'injustice de cette déclaration après tout ce qui s'était passé a brisé quelque chose en moi. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. J'ai passé toute ma vie à essayer de vous rendre fiers, à travailler plus dur que quiconque que je connais pour accomplir ce que j'ai. Et pourtant, rien de ce que je fais n'est jamais suffisant pour que vous me voyiez vraiment. Nous te voyons très bien, Shirley, a dit froidement mon père. Nous voyons quelqu'un qui ne peut pas être heureuse pour les accomplissements de sa sœur sans que cela ne tourne autour d'elle. Ces accomplissements? J'ai ri, le son amer même à mes propres oreilles. Acheter une voiture avec de l'argent que nos parents lui ont donné est un accomplissement. Mais que j'économise pendant 10 ans pour acheter une maison par moi-même ne vaut pas la peine de se déplacer? Il ne s'agit pas de la voiture ou de la maison, a dit mon père, faisant écho à mes paroles précédentes à Ashley. Il s'agit de ton attitude. Mon attitude? J'étais presque en train de crier maintenant. Mon attitude a toujours été de travailler dur, de ne jamais me plaindre et de soutenir cette famille, même lorsque vous m'avez tous continuellement négligé en faveur d'Ashley. Et j'en ai assez. J'en ai assez d'être la seule à voir cette dynamique pour ce qu'elle est. Ashley pleurait maintenant à chaudes larmes,
la tête enfouie dans l'épaule de notre mère. La vision familière de mes parents la réconfortant pendant que je me tenais seul à envoyer une vague de reconnaissance douloureuse à travers moi. « Je pense que tu devrais partir », a dit mon père, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Ta sœur est déjà assez contrariée sans que tu fasses des accusations folles. » « Ce ne sont pas des accusations folles, ai-je dit doucement, ma colère cédant la place à une profonde tristesse. C'est la vérité. Et le fait qu'aucun de vous ne puisse même l'envisager me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma place dans cette famille. Je me suis dirigé vers la porte, m'arrêtant la main sur la poignée. Pour mémoire, l'invitation a toujours dit 15 heures. Je n'ai jamais changé l'heure. Je voulais que vous soyez tous là parce que malgré tout, vous êtes ma famille et je pensais que ma première maison était quelque chose qui valait la peine d'être célébré ensemble. Je suppose que je me suis trompé. En quittant l'appartement, j'ai entendu les paroles apaisantes de ma mère à Ashley. C'est bon, ma chérie. Shirley a toujours eu un penchant pour le drame. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état d'incrédulité engourdi. La confrontation s'était encore plus mal passée que ce que j'avais prévu. Non seulement ils avaient refusé de me croire, mais ils avaient renforcé la dynamique même que j'essayais de contester. À leurs yeux, je serais toujours le problème, la sœur jalouse, celle qui a une mauvaise attitude. En arrivant dans l'allée de ma maison, ma belle maison pour laquelle j'avais travaillé si dur, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas changer ma famille ni leur faire voir la vérité qu'ils étaient déterminés à ignorer. Mais je pouvais changer le pouvoir que je leur donnais sur mon bonheur. À partir d'aujourd'hui, je construirai une vie qui ne tournerait pas autour de la recherche de leur approbation ou de leur reconnaissance. À partir d'aujourd'hui, je définirai ma propre valeur. Les 3 mois suivants se sont écoulés sans un seul mot de ma famille. Pas d'appel, pas de texto, pas de courriel. Après la confrontation chez Ashley, c'était comme si un accord tacite avait été conclu pour rompre le contact. Au début, le silence était douloureux, un rappel constant du rejet qui me suivait tout au long de mes journées. Mais progressivement, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à respirer plus librement. Sans le poids des attentes et des jugements de ma famille, sans la recherche constante d'une reconnaissance qui ne viendrait jamais, j'ai trouvé l'espace pour redécouvrir qui j'étais, en dehors de la dynamique familiale qui m'avait défini pendant si longtemps. Je me suis jeté à corps perdu dans la transformation de ma maison en un véritable foyer. J'ai planté un jardin dans l'arrière-cour, chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais eu l'occasion dans mes années en appartement. Chaque week-end, je passais des heures les mains dans la terre, plantant des fleurs et des légumes, apprenant par essai et erreur. Il y avait quelque chose de profondément curatif à nourrir les choses et à les regarder pousser. À l'intérieur, j'ai poursuivi de petits projets d'amélioration. J'ai installé des étagères dans la chambre d'amis, créant la bibliothèque dont j'avais rêvé depuis l'enfance. J'ai rénové un vieux bureau trouvé dans une vente de succession, le transformant en un bel espace de travail près de la fenêtre avant, d'où je pouvais regarder le quartier en travaillant. Mais les changements les plus significatifs se produisaient en moi. Sans le bruit de fond constant du drame familial et de la déception, j'ai commencé à entendre ma propre voix plus clairement. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce qui m'apportait de la joie? Qui étais-je quand je n'essayais pas de prouver ma valeur à des gens qui ne pouvaient pas la voir? Les amis qui s'étaient présentés à ma pendaison de crémaillère sont devenus une partie essentielle de ce voyage. Ils étaient la famille que j'avais choisie, des gens qui m'appréciaient pour exactement qui j'étais. Mélissa et moi avons commencé une tradition de dîner hebdomadaire, alternant entre nos maisons pour cuisiner l'une pour l'autre. Mon collègue James m'a invité à rejoindre son groupe de jardinage communautaire. Ma voisine Samantha m'a présenté à son club de lecture. Un mardi soir pluvieux, j'ai assisté à ma première réunion d'un groupe de soutien pour les personnes ayant des relations familiales difficiles. J'avais hésité à y aller, ne sachant pas si ma situation était assez grave pour justifier une telle démarche. Mais dès l'instant où je me suis assise dans ce cercle d'étrangers, j'ai ressenti une reconnaissance à la fois douloureuse et profondément réconfortante. J'ai toujours pensé que j'étais seule dans cette situation, a dit une femme nommée Jessica lors de sa présentation. Je pensais que j'étais la seule dont la famille la faisait se sentir invisible. Ces mots ont touché une corde si profonde en moi que les larmes me sont montées aux yeux. Alors que d'autres partageaient leurs histoires de parents narcissiques, de frères et sœurs, enfants en or, d'années de manipulation psychologique et de négligence émotionnelle, j'ai commencé à voir ma propre expérience se refléter dans la leur. Ce qui m'était arrivé n'était pas unique et cela avait des noms, bouc émissaire, favoritisme, négligence affective. Jessica et moi nous sommes immédiatement connectés.
Elle avait 36 ans, 4 ans de plus que moi, et était en rupture avec sa famille depuis près de 5 ans. Autour d'un café après la réunion, elle a partagé son parcours. Le plus difficile a été d'accepter qu'il ne changerait peut-être jamais, m'a-t-elle dit, ses yeux bienveillants mais sans concession. Je n'arrêtais pas de penser que si seulement j'expliquais mieux, si seulement je trouvais les bons mots, il finirait par comprendre et les choses seraient différentes. Il m'a fallu des années de thérapie pour réaliser qu'ils ne veulent pas comprendre parce que leur version de la réalité leur convient. Jessica est devenue à la fois une amie et un mentor dans les semaines qui ont suivi. Elle m'a recommandé des livres qui m'ont aidé à comprendre les systèmes familiaux et les schémas générationnels. Elle m'a écouté sans jugement lorsque j'oscillais entre la colère et le deuil. Et surtout, elle m'a montré par son propre exemple qu'il était possible de construire une vie épanouissante sans la validation que j'avais cherchée si longtemps. Sur sa suggestion, j'ai commencé à voir une thérapeute nommée Dr Nathalie Rivera. Lors de notre première séance, j'ai raconté l'histoire de la pendaison de crémaillère et de ses conséquences, m'attendant à ce qu'elle soit choquée par le comportement de ma famille. Au lieu de cela, elle a hoché la tête avec compréhension. Ce que vous décrivez est un système familial classique avec des rôles rigides, a-t-elle expliqué. Votre sœur est ce que nous appelons l'enfant en or, et vous avez été placé dans le rôle du bouc émissaire. Ces rôles ont souvent très peu à voir avec qui vous êtes réellement en tant que personne et beaucoup plus à voir avec les problèmes non résolus et les besoins de vos parents. Au cours des semaines suivantes, le docteur Rivera m'a aidé à déballer toute une vie d'interactions qui avait façonné ma perception de moi-même. J'ai commencé à voir comment j'avais intériorisé le message que je n'avais de valeur que pour ce que j'accomplissais, que l'amour était conditionnel à la performance. J'ai réalisé à quel point j'avais passé ma vie à chercher une approbation qui était stratégiquement refusée. La chose la plus difficile à accepter, m'a dit le docteur Rivera lors d'une séance particulièrement difficile, c'est que vous ne pouvez pas obliger les gens à vous donner ce qu'ils n'ont pas à donner. Vos parents, pour une raison ou une autre, ne sont pas capables de vous voir clairement ou de vous aimer inconditionnellement. Ce n'est pas un reflet de votre valeur. C'est une limitation en eux. Ces mots ont été un tournant pour moi. J'avais passé 32 ans à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement. Je m'étais contorsionné pour devenir la fille, l'étudiante, l'employée, la sœur parfaite, toujours responsable, jamais exigeante, constamment performante dans l'espoir que ce serait finalement suffisant. Mais ça ne l'avait jamais été, et ça ne le serait jamais, parce que le problème n'était pas moi. Alors que cette prise de conscience s'ancrait en moi, j'ai commencé à changer de manière à la fois subtile et profonde. J'ai commencé à dire non aux choses que je ne voulais pas faire. J'ai acheté des vêtements dans des couleurs que j'aimais plutôt que ce qui était pratique. J'ai pris un cours de poterie simplement parce que ça semblait amusant, sans me soucier de savoir si je serais doué. Au travail, j'ai postulé pour un poste de directrice de la création que j'aurais auparavant considéré comme hors de ma portée. À ma surprise, je l'ai obtenu. Mon nouveau rôle m'a permis de mettre en valeur des compétences que j'avais toujours minimisées, ma créativité, ma capacité à inspirer une équipe, ma compréhension intuitive de ce qui résonnerait avec un public. Tu sembles différente, a commenté ma collègue Maria après une présentation où j'avais défendu avec confiance un concept de campagne non conventionnel. Plus, je ne sais pas, présente, comme si tu habitais pleinement ton espace. Je commençais à reconnaître ma propre valeur en dehors de la définition étroite de ma famille. Et ce faisant, d'autres personnes le voyaient aussi. 6 semaines après notre rupture, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Salut sœurette, c'est Dylan. J'ai un nouveau téléphone. On peut se parler? Pas de truc de famille. Je veux juste savoir comment tu vas. Mon jeune frère avait toujours été le silencieux de notre famille, souvent perdu dans la dynamique entre Ashley et moi. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais il y avait toujours eu une compréhension tacite entre nous. J'ai accepté de le rencontrer pour un café le samedi suivant. Dylan avait l'air plus âgé que ses 24 ans quand il est entré dans le café, les épaules légèrement voûtées comme s'il portait un poids invisible. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un sourire sincère. « Tes cheveux sont différents », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. « Ça te va bien. » J'avais coupé mes cheveux longs en un carré aux épaules, quelque chose que je voulais faire depuis des années mais que j'avais hésité à faire en entendant la voix de ma mère dans ma tête dire que les cheveux longs étaient plus féminins. C'était un petit acte de réappropriation, mais il semblait significatif. Nous avons parlé de sujets neutres au début, son travail de graphiste, ma récente promotion, un film que nous avions tous les deux vu. Mais finalement, la conversation s'est tournée vers ce qui s'était passé.
J'aurais dû venir à ta pendaison de crémaillère, a-t-il dit doucement, en baissant les yeux sur son café. Je savais que quelque chose n'allait pas dans toute cette situation, mais je ne voulais pas me mettre au milieu. Je suis désolé, Shirley. Merci de le dire, ai-je répondu, surprise de voir à quel point sa reconnaissance comptait pour moi. Dylan a hésité, puis a continué. Le truc, c'est que ce n'est pas la première fois qu'Ashley fait quelque chose comme ça. Que veux-tu dire? Elle manipule les situations depuis des années, se faisant bien voir à tes dépens. Je l'ai vu le faire tellement de fois, mais maman et papa ne la remettent jamais en question, alors je suis resté silencieux. Il a levé les yeux, le regret clair dans son regard. J'aurais dû dire quelque chose. Ce qui a suivi a été une conversation qui a ébranlé les fondations de ma compréhension de notre histoire familiale. Dylan a révélé incident après incident où Ashley avait menti, tordu les faits ou créé des drames pour s'assurer qu'elle restait le centre de l'attention. La fête d'anniversaire au lycée où mon cadeau pour notre mère avait mystérieusement disparu pour être retrouvé endommagé dans ma chambre. La fois où Ashley avait supprimé un courriel important concernant ma bourse d'études et prétendu que ce devait être du spam. La rumeur qu'elle avait répandue dans notre famille élargie que j'étais trop occupé pour assister au 75e anniversaire de notre grand-mère alors qu'en réalité, je n'avais jamais reçu l'invitation. Je pense qu'elle se sent menacée par toi, a dit Dylan. Tu es tout ce qu'elle n'est pas, indépendante, réussie, déterminée. Alors elle doit trouver des moyens de te faire passer pour la mauvaise ou de t'éloigner de la famille. Et nos parents la croient tout simplement, ai-je dit, la blessure familière remontant. Dylan a hoché la tête tristement. Ils voient ce qu'ils veulent voir. Ashley joue le rôle dont ils ont besoin qu'elle joue. La délicate qui a besoin de leur protection. Et tu as toujours été la forte, celle dont ils pensent qu'elle n'a besoin de rien. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, épluchant les couches de la dynamique familiale qui avait façonné toutes nos vies. Pour la première fois, je me suis senti vraiment vu par quelqu'un qui avait été là pour tout, qui comprenait le contexte de ma douleur. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a demandé Dylan alors que nous nous préparions à partir. J'ai réfléchi attentivement à la question. Je vais continuer à construire ma vie. Ma vraie vie, pas celle que je pensais devoir avoir pour mériter leur approbation. Au-delà de ça, je ne sais pas encore. Dylan m'a serré dans ses bras avant que nous nous séparions. Pour ce que ça vaut, je t'ai toujours admiré, Shirley. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Ces paroles sont restées avec moi dans les semaines qui ont suivi, me soutenant alors que je poursuivais mon voyage de découverte de soi et de guérison. La maison qui m'avait autrefois semblé souillée par le rejet de ma famille est devenue un symbole de ma résilience. Chaque pièce contenait des preuves de choix que j'avais fait pour moi-même, d'une vie construite selon mes propres termes. Et chaque jour qui passait, sans le drame et la douleur d'essayer de m'intégrer dans l'image déformée de ma famille, je me sentais devenir plus forte, plus centrée, plus authentiquement moi. 2 mois après mon café avec Dylan, il a appelé avec une proposition qui a fait battre mon cœur. Je pense qu'il est temps que maman et papa entendent la vérité, a-t-il dit. Toute la vérité. J'ai beaucoup réfléchi et ce schéma a trop duré. Je veux aider à organiser une réunion avec eux. En terrain neutre, comme un restaurant. Qu'en penses-tu? Mon instinct immédiat a été de refuser. J'avais trouvé la paix dans la séparation de la toxicité de ma famille. Voulais-je vraiment rouvrir cette blessure? Et Ashley, ai-je demandé. Elle va juste manipuler la situation à nouveau. Pas cette fois, a dit Dylan avec une détermination que je ne lui avais jamais entendue auparavant. J'ai des preuves, Shirley. Des captures d'écran de conversation, des courriels où elle admet ce qu'elle a fait. Elle ne sait pas que je les ai sauvegardés. Et je suis prêt à défendre la vérité, même si cela signifie affronter nos parents. Après une longue discussion et plusieurs jours de réflexion, j'ai accepté. Non pas parce que je m'attendais à une réconciliation hollywoodienne ou à des excuses spectaculaires, mais parce que je voulais reprendre le contrôle de mon histoire. Pendant trop longtemps, j'avais été défini par les mensonges d'Ashley et la volonté de mes parents de les croire. Quoi qu'il arrive, je voulais me tenir dans ma vérité. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un restaurant calme à mi-chemin entre nos maisons un dimanche après-midi. Dylan est arrivé chez moi à l'avance, un dossier de preuves imprimé à la main, son visage un mélange de nervosité et de résolution. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» lui ai-je demandé. « Il pourrait se retourner contre toi aussi. » Il a hoché la tête. « J'en suis sûr. Je ne peux pas continuer à regarder ça se produire. Ce n'est pas juste,
et au fond, je pense qu'ils le savent. Alors que nous nous dirigions vers le restaurant, je me suis préparé mentalement à toutes les issues possibles, du rejet complet à une reconnaissance à contre-cœur. Le docteur Rivera m'avait aidé à établir des attentes réalistes et à fixer des limites pour la conversation. Je ne discuterai pas ou ne me défendrai pas sans fin. J'énoncerai ma vérité calmement et clairement. Et s'il ne pouvait pas l'entendre, je partirais en sachant que j'avais fait ce que je pouvais. Mes parents étaient déjà assis quand nous sommes arrivés, leur visage montrant un mélange de curiosité et d'appréhension. Ma mère avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vue, de nouvelles rides gravées autour de ses yeux. Mon père était assis raidement, son expression gardée. « Merci d'être venu », ai-je dit, alors que Dylan et moi nous asseyions en face d'eux. Dylan a dit que c'était important, a répondu ma mère, sa voix soigneusement neutre. Il a dit qu'il y avait des choses que nous devions discuter en famille. C'est le cas, ai-je confirmé, des choses qui sont restées non dites depuis bien trop longtemps. Notre conversation a commencé prudemment, avec des mises à jour superficielles sur le travail et la santé. Mais après que le serveur ait pris nos commandes, Dylan s'est éclairci la gorge et a ouvert le dossier qu'il avait apporté. « Maman, papa, il y a quelque chose que vous devez savoir », a-t-il commencé. À propos de ce qui s'est passé à la pendaison de crémaillère de Shirley, mais aussi d'un schéma qui dure depuis des années. Le visage de mon père s'est immédiatement durci. « Si c'est pour blâmer à nouveau ta sœur. »« S'il vous plaît, écoutez », a interrompu Dylan, sa voix stable mais insistante. J'ai la preuve de ce qui s'est réellement passé. Il a présenté les preuves méthodiquement, des captures d'écran de l'invitation originale, montrant clairement l'heure de 15 heures, les messages falsifiés qu'Ashley avait créés, le plus accablant de tous, une série de textos entre lui et Ashley où elle s'était vantée de s'être assurée que Shirley connaisse sa place. Les expressions de mes parents ont changé à mesure qu'ils examinaient chaque pièce à conviction, passant du scepticisme à la confusion, puis à l'aube d'une réalisation inconfortable. « Ça ne peut pas être vrai », a dit faiblement ma mère. Ashley ne ferait pas ça. Si, elle l'a fait, a dit doucement Dylan. Et ce n'est pas la première fois. Il a continué, révélant d'autres incidents de notre enfance et de notre jeunesse où Ashley m'avait délibérément saboté ou avait monté des membres de la famille contre moi. Pour chaque exemple, il a fourni des preuves corroborantes, des courriels sauvegardés, des messages, des photos avec des horodatages révélateurs. Mon père était assis en silence, stupéfait, son visage devenant de plus en plus pâle. Ma mère a commencé à pleurer doucement. « Pourquoi nous montres-tu ça ?» a-t-elle finalement demandé. « Que veux-tu de nous ?»« Nous voulons que vous voyiez la vérité, » ai-je dit, retrouvant ma voix. Pendant des années, j'ai été catalogué comme la méchante dans une histoire que je n'ai jamais écrite. On m'a fait sentir que je n'étais pas digne du même amour et de la même attention qu'Ashley recevait automatiquement. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était d'être vu pour qui je suis vraiment, pas pour qui Ashley vous a dit que j'étais. Mon père a levé les yeux, croisant mon regard directement, pour peut-être la première fois depuis des années. Shirley, je ne sais pas quoi dire. Si ce que Dylan nous montre est vrai. C'est vrai, ai-je dit fermement. Et je pense qu'au fond de vous, vous avez toujours su que quelque chose n'allait pas. Mais il était plus facile de suivre la version de la réalité d'Ashley que de la remettre en question. Un lourd silence est tombé sur la table, rompu seulement par les sons ambiants du restaurant autour de nous. C'était le moment de vérité. Allaient-ils reconnaître ce qu'ils avaient vu, ou trouveraient-ils un moyen de le rejeter et de maintenir la mythologie familiale? Je pense que nous devons parler à Ashley, a finalement dit mon père, sa voix rauque d'émotion. Voulez-vous que je l'appelle maintenant, a demandé Dylan. Lui demander de nous rejoindre. Mes parents ont échangé un long regard, puis ont hoché la tête. Les 30 minutes que nous avons attendues pour l'arrivée d'Ashley ont été parmi les plus tendues de ma vie. Mes parents étaient assis en silence, stupéfaits, jetant de temps en temps un coup d'œil aux preuves que Dylan avait fournies. Je me suis concentré sur ma respiration, me rappelant que peu importe ce qui se passerait ensuite, ma valeur ne dépendait pas de leur reconnaissance. Quand Ashley est entrée dans le restaurant, son sourire confiant a vacillé en voyant les expressions sérieuses autour de la table. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé, se glissant dans la chaise vide à côté de ma mère. « C'est une sorte d'intervention ?»« Nous devons parler de la pendaison de crémaillère » a dit mon père, sa voix inhabituellement hésitante. « Et de quelques autres choses. » Les yeux d'Ashley ont filé vers le dossier sur la table, puis vers Dylan, puis vers moi. « Pourquoi parlons-nous encore de ça ? C'était il y a des mois. »
Parce que nous avons des raisons de croire que tu nous as menti sur ce qui s'est passé, a poursuivi mon père. Et peut-être sur beaucoup d'autres choses au fil des ans. Ce qui a suivi a été l'une des conversations les plus difficiles de ma vie. Ashley a d'abord tout nié, puis a essayé de minimiser ses actions, puis a tenté de se présenter comme la victime de notre malentendu collectif. Mais face aux preuves concrètes et à l'insistance calme de Dylan sur la vérité, ses défenses se sont progressivement effondrées. D'accord, a-t-elle finalement dit, des larmes coulant sur son visage. Je l'ai fait. J'ai tout fait. Es-tu contente maintenant, Shirley? Tu as finalement retourné tout le monde contre moi. Il ne s'agit pas de retourner qui que ce soit contre toi, ai-je dit doucement. Il s'agit de la vérité qui est enfin reconnue. Tu as manipulé cette famille pendant des années, Ashley. Tu m'as délibérément blessé encore et encore, et j'ai besoin de comprendre pourquoi. Sa réponse, quand elle est venue, était à la fois simple et déchirante. Parce que c'était si facile. Parce que tout le monde m'a toujours cru plutôt que toi. Parce que j'avais peur que s'il voyait à quel point tu es vraiment incroyable, il ne m'aimerait plus. L'honnêteté brute de ses aveux nous a tous laissés sans voix. Ashley, a finalement dit ma mère, sa voix se brisant. Nous n'arrêterions jamais de t'aimer. Jamais. Mais ce que tu as fait était mal. Tellement mal. Mon père a tendu la main sur la table et a pris la mienne, ses yeux remplis de regret. Shirley, je ne sais pas si tu pourras jamais nous pardonner. Nous aurions dû voir ce qui se passait. Nous aurions dû remettre les choses en question au lieu de toujours supposer le pire de toi. Je n'ai pas répondu immédiatement, laissant le poids de ces mots s'installer autour de nous. Ce n'était pas un moment pour un pardon facile ou une réconciliation rapide. C'était le début d'une conversation beaucoup plus longue et plus difficile sur la confiance, la vérité et la famille. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite, ai-je admis. J'ai passé les derniers mois à construire une vie qui ne tourne pas autour de la recherche de votre approbation ou de votre compréhension. J'ai trouvé de la force dans cette indépendance. Mais je serais ouverte à voir si nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Dans les semaines qui ont suivi cette réunion cruciale, ma relation avec ma famille a entamé une lente et prudente reconstruction. Mes parents ont visité ma maison pour la première fois, exprimant une admiration sincère pour ce que j'avais créé. Dylan et moi nous sommes rapprochés, notre expérience partagée créant un lien qui n'avait jamais existé auparavant. Ashley était une histoire plus compliquée. Après la confrontation au restaurant, elle a commencé une thérapie, entamant le difficile travail d'examen de ses propres insécurités et de ses schémas destructeurs. Notre relation est restée distante, la confiance trop profondément brisée pour être rapidement réparée. Mais il y avait une honnêteté entre nous maintenant qui n'avait jamais existé auparavant. 3 mois après notre réunion de famille, j'ai organisé une autre pendaison de crémaillère, une réinitialisation symbolique. Cette fois, mes parents et Dylan sont arrivés tôt, aidant aux derniers préparatifs. Les amis qui m'avaient soutenu dans les moments les plus sombres se sont mêlés aux membres de la famille qui retrouvaient prudemment leur chemin dans ma vie. Alors que je regardais mon salon ce soir-là, voyant le mélange de familles choisies et de familles de sang partagées de la nourriture et des conversations, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement qui n'avait rien à voir avec la validation externe. Ma maison était devenue ce que j'avais toujours voulu qu'elle soit, un sanctuaire de vérité et d'authenticité, un endroit où je pouvais être pleinement moi-même. Le voyage avait été douloureux, mais les leçons qu'il m'a apprises étaient inestimables. J'ai appris que parfois, se tenir dans sa vérité signifie se tenir seul. J'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de qui vous voit clairement et vous aime quand même. Plus important encore, j'ai appris que ma valeur ne dépend pas de la reconnaissance que les autres en ont. Aujourd'hui, 2 ans après cette pendaison de crémaillère fatidique, ma maison est vraiment devenue un foyer. Le jardin que j'ai planté a prospéré, tout comme mon estime de moi. Ma carrière s'est épanouie maintenant que je ne cherche plus l'approbation à chaque décision. Et mes relations, tant familiales qu'amicales, sont construites sur une base de respect mutuel et de connexion authentique. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions nous faire est le courage de nous tenir dans notre vérité, même lorsque ceux que nous aimons le plus refusent de la voir. Parfois, la famille dont nous avons le plus besoin est celle que nous construisons pour nous-mêmes, personne par personne, vérité par vérité, jour après jour. Avez-vous déjà eu à défendre votre vérité alors que tout le monde autour de vous refusait de la voir? Comment avez-vous trouvé la force de rester fidèle à vous-même face à la pression ou à la manipulation familiale? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.
Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes familiales. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la reconnaître.